Bienvenue à tous. Saviez-vous qu'en pleine Seconde Guerre mondiale, un haut dignitaire nazi a effectué un vol en solitaire pour atterrir en territoire ennemi, dans une tentative improbable de négocier la paix avec le Royaume-Uni? Cet homme était Rudolf Hess, le bras droit d'Hitler. Ce geste insensé a déclenché des débats sans fin. Était-il un visionnaire mal compris, un traître à sa cause, ou simplement fou? Aujourd'hui, nous explorons une question fascinante et controversée. Hess était-il fou au sens psychiatrique du terme? Plongeons dans son histoire très étrange, truffée d'épisodes troublants, pour tenter de répondre à cette question. Rudolf Hess était un personnage à part dans l'entourage d'Adolf Hitler. Surnommé le disciple le plus fidèle du Führer, il semblait vouer une adoration presque religieuse à ce dernier. Pourtant, cette loyauté n'était pas accompagnée de la même ambition que ses camarades comme Himmler. Hess était d'une nature réservée, un homme fasciné par l'ésotérisme, l'astrologie et les théories du complot. Certains disent qu'il était un être tourmenté, partagé entre un fanatisme aveugle et des idées pacifistes surprenantes. Sous le Troisième Reich, Hess joue un rôle clé dans la montée en puissance du parti nazi. Après avoir assisté Hitler dans la rédaction de Mein Kampf lors de leur emprisonnement en 1924, il devient son secrétaire personnel et adjoint au Führer. Contrairement à d'autres dignitaires, Hess évite les intrigues politiques pour se concentrer sur l'administration du parti. Mais sa fascination croissante pour l'astrologie et les croyances mystiques le marginalise progressivement. Le 10 mai 1941, Hess prend une décision ahurissante. Il décolle seul à bord d'un Messerschmitt Bf 110 pour rejoindre l'Écosse. Son objectif? Rencontrer le duc de Hamilton, qu'il considérait comme un interlocuteur privilégié pour négocier une paix entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le problème? Ni Hitler ni le gouvernement britannique n'étaient au courant de cette initiative. Lorsqu'Hess s'éjecte de son avion et atterrit en parachute, il est immédiatement arrêté par les Britanniques, stupéfaits par cet événement hors norme. Pendant sa détention au Royaume-Uni, Hess adopte un comportement étrange. Il affirme que ses gardiens tentent de l'empoisonner, refuse de manger certains aliments et parle de complots imaginaires. Ses divagations sur des conspirations semblent croître avec le temps. Les psychiatres britanniques notent également une tendance à l'obsession et une paranoïa latente. Lors de ses interrogatoires, il évoque des théories farfelues et affirme avoir été victime d'un « double » envoyé pour usurper son identité. En prison, il développe des routines inhabituelles. Par exemple, il trace des cercles sur le sol de sa cellule, disant que cela aide à protéger son esprit des influences extérieures. Il écrit également des lettres énigmatiques adressées à Hitler, qu'il considère toujours comme un guide spirituel, malgré son isolement total. En 1945, lors du procès de Nuremberg, son attitude interpelle encore. Par moments, il semble totalement détaché des événements et déclare avoir tout oublié de son passé. Cependant, il réfute énergiquement toute allégation de folie, affirmant que sa perte de mémoire est une feinte pour dérouter ses ennemis. Sa défense oscille entre des discours confus et des déclarations qui suggèrent une intelligence intacte. Ses codétenus et les observateurs rapportent des accès de colère inexplicables suivis de périodes d'apathie totale. Diagnostic psychiatrique ou manipulation? Plusieurs psychiatres ont examiné Hess au cours de sa vie. Certains ont conclu qu'il souffrait de troubles psychosomatiques, probablement exacerbés par le stress et la paranoïa. Cependant, aucun diagnostic clair de schizophrénie ou de psychose maniaco-dépressive n'a jamais été posé. Pour d'autres, son comportement relevait davantage d'une personnalité narcissique et obsessionnelle que d'une véritable maladie mentale. Hess était-il conscient des conséquences de ses actes, ou était-il en proie à des délires? La question reste ouverte. Après sa condamnation à perpétuité lors du procès de Nuremberg, Hess est envoyé à la prison de Spandau. Il y passe 40 ans, presque entièrement seul. Son isolement contribue à alimenter les rumeurs sur sa santé mentale. Selon certains gardiens, il continuait à parler à voix haute comme s'il était entouré. Il s'intéresse de plus en plus à l'astrologie, pratique des exercices physiques rigoureux et rédige des mémoires truffées de théories conspiratrices. Était-ce le résultat d'une folie latente ou simplement d'un esprit brisé par des décennies de solitude? Les principales sources sur la vie de Rudolf Hess incluent des témoignages de contemporains, des documents d'archives nazies, et les comptes rendus des procès de Nuremberg. Ses propres écrits,
notamment les mémoires rédigées en prison, offrent un aperçu précieux mais biaisé de son état d'esprit. Les archives britanniques sur sa détention en Écosse et les rapports psychiatriques des procès de Nuremberg fournissent des éléments cruciaux pour comprendre sa personnalité. Les historiens Jan Kershaw et Joachim Fest, ainsi que les témoignages des gardiens de Spandau, permettent également d'éclairer ses comportements. Hess meurt en 1987, officiellement par suicide. Cette fin tragique, à l'âge de 93 ans, ajoute une ultime couche de mystère à sa vie. Certains affirment qu'il a été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes, tandis que d'autres y voient l'acte d'un homme épuisé par ses démons intérieurs. Mais la question reste posée, Hess était-il fou? Les psychiatres restent divisés, et les archives ne permettent pas de trancher avec certitude. Rudolf Hess est donc l'une des figures les plus énigmatiques du Troisième Reich. Son comportement excentrique, ses obsessions et ses choix inexplicables continuent de fasciner les historiens et les psychiatres. Si la folie au sens clinique ne peut être formellement prouvée, il est indéniable que son esprit était habité par des idées et des croyances qui le rendaient unique parmi les dignitaires nazis. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à aimer cette vidéo et surtout à vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur Hitler, la Seconde Guerre mondiale. À bientôt.